Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de démarrer cette semaine avec vous. Voyons ensemble les titres sommaires de ce journal. L'ouverture de la COP29 ce lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Temoko Melie Konei, représente le président de la République, Alassane Ouattara. La délégation ivoirienne devrait y présenter plus de 300 projets bancables liés à l'atténuation, mais aussi à l'adaptation au changement climatique. L'autre actualité, c'est les secours d'urgence qui se rapprochent des populations dans la commune de Cocody avant l'ouverture d'une caserne de pompiers. Un poste avancé de secours est installé dans la zone d'engrais du Rogobité par la municipalité. C'est un dispositif temporaire et préventif pour une meilleure réactivité des services de secours. Et puis, l'actualité internationale, nous partons pour cela sur le continent asiatique, au Japon, où le Premier ministre Shiregu Ishiba est confirmé à son poste lors d'un vote du Parlement. Il devra gouverner sans majorité cette fois, sans majorité absolue, à la suite de la débâcle subie lors de récentes élections législatives. Mais avant, la 29e conférence sur le climat de l'ONU qui s'est ouverte ce lundi à Bakou, en Azerbaïdjan, en présence du vice-président de la République, Temoko Melie Konei. Au nom du président de la République, il y conduit la délégation ivoirienne dont la contribution est attendue pour répondre à l'urgence climatique. La COP29, c'est aussi la COP des finances. Elle a pour enjeu principal de trouver un compromis sur les montants d'aide financière à destination des pays les plus pauvres et vulnérables au changement climatique. Et la participation ivoirienne sera marquée par la promotion de projets structurants visant à réduire les impacts climatiques sur des secteurs clés tels que l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, la forêt, mais aussi les ressources en eau, la santé et les zones côtières. Au total, plus de 300 projets bancables seront présentés, des projets liés à l'atténuation, mais aussi à l'adaptation au changement climatique. L'autre actualité dans la commune de Cocody avec ce poste de secours qui est installé et présenté aux populations par la municipalité. C'est un dispositif pour une meilleure réactivité et la protection des populations. On le voit dans ce développement de Walter Amadou Ouattara. Une simulation de gestes de premier secours en cas d'accident faite par les soldats du feu, suivi de la coupure du ruban symbolique, marque la remise officielle des clés du tout premier poste avancé du secteur engrais Djorobiti. C'est une action du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Elle vise à renforcer la protection civile des populations. Aujourd'hui, nous avons pu réaliser un vœu des sapeurs-pompiers pour être encore plus à proximité des administrés et des citoyens. Vu le périmètre de Cocody de 132 km², il faut que vous soyez dans tous les endroits bien positionnés. Le colonel Oulaï Serge Vital, représentant la hiérarchie du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, souligne l'importance d'une telle réalisation. Votre initiative, monsieur le maire, témoigne d'un engagement indéfectible envers la sécurité et le bien-être de vos concitoyens. Grâce à votre soutien, nous disposons désormais d'une infrastructure essentielle qui nous permettra de répondre plus efficacement et plus rapidement aux situations d'urgence. Par la voix de Mambobrou et d'Em Wilfried, les populations expriment leur gratitude à l'équipe municipale de Cocody. Le cadre de cette inauguration a permis au premier magistrat de la commune de Cocody de prendre à témoin les conseillers municipaux. Il promet ainsi offrir à ses administrés une caserne moderne des sapeurs-pompiers, de même que plusieurs autres postes de secours d'urgence dans les différentes zones du périmètre communal. Nous parlons toujours de sécurité, mais cette fois en milieu professionnel avec la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui sensibilise à une meilleure gestion des risques chimiques en entreprise. Cher Serge Coléa. J'explose, je flambe, je tue. Ou encore, je nuis gravement à la santé. Autant de slogans exposés aux entreprises utilisatrices de produits chimiques en Côte d'Ivoire. Celles-ci ignorent bien souvent les dangers liés à l'utilisation de ces produits en milieu de travail. C'est vraiment un ensemble d'informations utiles pour les entreprises, pour la gouvernance et la gestion des risques chimiques.
Ce qu'on demande en retour aux autres acteurs qui n'ont pas encore vraiment conscience de l'impact de ces produits chimiques-là sur nos travailleurs, c'est de vraiment leur porter un regard assez particulier. Parce que lorsque le travailleur connaît les risques liés à son métier, il sait comment se préserver et puis aussi comment anticiper pour le bien-être de ce dernier-là lui-même. Cette rencontre, initiée par la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, vise à sensibiliser sur la santé et sécurité au travail. On a 9 pictogrammes de danger pour ce qui est des risques chimiques et à chaque pictogramme est associé un danger. Donc c'est pour les emmener à voir que quand ils utilisent des produits chimiques, ils sachent quelle est l'information qui se cache derrière un pictogramme. À travers ces échanges, la Direction de la prévention et de la promotion de la santé et sécurité au travail entend instaurer un climat favorable à moins d'accidents en situation de travail. Le RSTI, régime social des travailleurs indépendants, demeure une solution pour les acteurs du secteur dit informel. La gestion des risques chimiques participe à la promotion des pratiques d'entreprises durables, responsables et inclusives en Côte d'Ivoire. L'Organisation internationale du travail dirigeait d'ailleurs un dialogue national sur le sujet dans l'optique d'identifier des priorités communes dans des domaines de collaboration afin de libérer tout le potentiel des activités des entreprises multinationales afin de contribuer à la réalisation du travail décent pour une meilleure croissance durable et inclusive. Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji nous en disent davantage. Les partenaires de l'Organisation internationale du travail OIT réunis autour d'un dialogue sur la promotion du travail décent en Côte d'Ivoire. Cette rencontre financée au travers de l'accord France-BIT permet aux membres de l'OIT de dresser le bilan de l'année écoulée et de faire des recommandations au titre de l'année 2025. Nous appelons de tous nos voeux nos chefs d'entreprise, notre gouvernement à promouvoir le travail décent. Et le travail décent pour nous passe par la liberté syndicale, parce que si on empêche les organisations syndicales à s'exprimer, c'est dire que nous nous trouvons donc un travail d'esclavage. Nous sommes là en ce moment pour saluer le tripartisme et le dialogue social pour la promotion de la déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales ici en Côte d'Ivoire et aussi féliciter les points focaux de la Côte d'Ivoire pour le travail extraordinaire qui a été fait depuis 2018 avec l'appui de l'OIT mais aussi des partenaires comme la France, l'Union européenne et Finlande pour vraiment promouvoir des pratiques d'entreprise durables et responsables pour la promotion du travail décent. Au terme de ces 2 jours d'activité, ce dialogue national va permettre aux travailleurs et organisations syndicales d'identifier leurs priorités. L'égalité salariale, la lutte contre le harcèlement au milieu professionnel et la sécurité sont entre autres leurs revendications. Et la promotion de l'excellence en milieu professionnel avec les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence 2024 du ministère des Finances et du Budget. 8 agents distingués pour le modèle d'excellence qu'ils incarnent. Jean-Jacques Kwame nous dit tout. Au nombre de 8, les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence édition 2024 du ministère des Finances et du Budget ont reçu chacun un trophée, un diplôme et une enveloppe de 1,5 million pour les classés 2e et 1 million pour les classés 3e. Le ministre des Finances et du Budget les a félicités et leur a demandé de demeurer des agents modèles. Chers lauréats, vous devez être fiers de ces récompenses qui sont la reconnaissance de votre dévouement à la tâche et au service de votre pays. Je voudrais vous féliciter et vous encourager à continuer sur cette voie en gardant à l'esprit que la quête constante de l'excellence est un gage de performance et de satisfaction morale. Porte-parole des récipiendaires, Célestine Loudé-Honte, a indiqué qu'ils reçoivent les prix qui leur sont attribués comme étant un défi pour l'amélioration continue de leurs performances et une invitation à plus de travail. Nous mesurons le poids de la lumière désormais portée sur nous parce que le lauréat est un modèle inspirant pour les autres et une vitrine de son administration. Initié par le chef de l'État, le prix national d'excellence, qui était à sa 11e édition, consacre l'engagement de l'État à promouvoir une société d'excellence.
La culture de l'excellence, elle s'acquiert depuis les années d'enseignement. À Yamoussoukro, on le voit avec ces réflexions qui sont entreprises pour améliorer le système scolaire. Les chefs d'enseignement secondaire sont mis face à leurs responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources et l'amélioration de la qualité des apprentissages scolaires. Charles Tatou. Citoyens responsables pour une école de qualité. Les chefs d'établissement du secondaire et leurs adjoints mènent des réflexions chaque année à travers des travaux de leur séminaire de rentrée afin de jouer pleinement leur rôle. Des réflexions parrainées par le ministre de la Communication qui s'est fait représenter aux travaux de Yamoussoukro. De plus en plus, les budgets diminuent comme peau de chagrin. Donc on a voulu inviter nos premiers responsables pour poser le diagnostic et comprendre. Le nouveau management de l'école a besoin d'un aspect de communication, de proximité, mais communication institutionnelle pour que les objectifs soient atteints. À ces travaux de l'édition 2024, les participants ont eu droit à un éclairage fait par le directeur des COGES sur les financements de l'école. De même, à une identification par le DRH de plusieurs responsabilités souvent négligées par certains chefs d'établissement en matière de gestion administrative. Depuis 2020, on reçoit une subvention d'environ 18 milliards 4. La subvention vient un peu en retard. Il y a des questions de procédure budgétaire et autres qu'on essaie de corriger. Comment être un bon chef d'établissement avec les ressources dont vous disposez? Parce que le tout n'est pas lié à l'abondance des ressources. Il y a une question de gouvernance. De 1960 à 2011, la Côte d'Ivoire enregistrait 294 établissements secondaires publics. Avec les 608 nouveaux lycées et collèges réalisés ces 12 dernières années, le nombre vient de passer à 902. La responsabilité sociale, c'est aussi de contribuer à l'éducation et à l'amélioration des infrastructures de base. L'exemple dans cette école à Azaguié où des tables blancs et fournitures scolaires ont été données. C'est avec Didier Nguessa. L'ONG Lifeshine offre des tables bancs, des fournitures scolaires, des tables à manger et des chaises à 2 établissements publics du préscolaire et du scolaire de la commune d'Azaguié. Depuis notre création, on organise des dons de kits scolaires à l'endroit des personnes démunies. Cette année, nous avons décidé de venir dans la commune d'Azaguié pour pouvoir distribuer des kits aux personnes qui sont plus dans le besoin. Aujourd'hui, je vois qu'on a reçu des chaises, des tables pour leur permettre de bien s'asseoir et de bien apprendre. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Cela nous va droit au cœur. Le coût global de ce don est de 3 500 000 francs CFA. L'organisation non gouvernementale a bénéficié du parrainage de Frédéric Kwame-Yao, président de la cellule de réflexion et d'éveil de conscience de la jeunesse d'Azaguié, et du soutien de Touré Yakouba, 2e adjoint au maire d'Agboville. À la maison, il faut écouter papa et puis maman. Vous avez compris? Parce que pour être un futur tonton Frédé, pour être un futur ministre, pour être un futur député, il faut toujours écouter les parents. Parce que vous voyez aujourd'hui, tonton Frédé, il a toujours respecté sa maman, elle a prié pour lui. Et aujourd'hui, il arrive à vous donner des cadeaux. Le partage, c'est l'essentiel. Donc, il était important pour moi de participer à ça. Et je l'ai fait avec joie. Tous les enfants qui ont reçu, les enfants orphelins et démunis, et dont les parents sont en difficulté. Fondée en 2021, l'ONG fait du social en apportant son soutien aux veuves et orphelins. Une autre action sociale pour améliorer les conditions d'apprentissage. Nous partons pour cela dans la région dans le Boclé avec le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a apporté 3000 tables bancs, mais aussi 4000 kits scolaires et des tenues scolaires aux élèves de cette localité, suivant ce point de Sam Kona. Les élèves du collège moderne de Gaoulou et ceux des autres établissements scolaires de la région du Boclé peuvent pousser un ouf de soulagement, eux qui prenaient le cours dans des conditions difficiles. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, leur permet désormais de suivre les cours dans de meilleures conditions. À la suite de la visite lors de notre investiture à Sassandra, le ministre d'État et le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a pris l'engagement de nous aider sur un certain nombre de projets. Et parmi ces projets-là,
il a bien voulu nous offrir 3000 tables bancs que nous allons offrir aux écoles de la région. En plus des tables bancs, Téné Birahima Ouattara offre 2000 kits et 2000 tenues scolaires aux enfants en difficulté. Des tenues avec un petit kit scolaire accompagné d'un sac pour que les enfants orphelins aussi soient au même niveau, qu'ils soient bien vêtus, qu'ils soient contents d'aller à l'école. Toute la population dit merci au président de la République qui nous aide toujours. Nous sommes d'accord avec lui, nous voulons son bonheur et nous aussi notre bonheur parce que quand il est là, il nous donne du bien. Donc nous voulons qu'il reste avec nous. Justement, pour continuer de bénéficier davantage des dons, le président du conseil régional du Boclé, Kébéma Amadou, exhorte les populations à se faire enrôler massivement sur la liste électorale. Partons à présent pour cette remise de diplôme combinée à une cérémonie de récompense des meilleurs étudiants. Nous sommes à l'école technique informatique et commerciale. C'est avec Astutore Dagnogo. Cette cérémonie marque la fin d'un chapitre et ouvre le début d'un autre. Nous sommes à la 2e édition de la cérémonie de graduation des étudiants titulaires de l'école informatique et commerciale Ethic University. Une célébration qui marque la fin du parcours pour les étudiants inscrits en licence 3. Très satisfait du travail que nous avons abattu depuis la L1. Ça a été assez d'efforts, assez de détermination aujourd'hui. Nous voir diplômés, honorés aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Et notre vision, c'est que ces étudiants puissent poursuivre leurs études en master pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous incitons aussi les meilleurs à pouvoir obtenir des bourses, donc avec nos partenaires. Innovation cette année, le professeur Martin Bléou, grand homme de droit, parrain de la 2e édition. Il a félicité ses filleuls et les exhorté à s'adonner à la lecture et à la recherche personnelle. Aux enseignants chargés de faire vivre la structure parce que appelés à dispenser les enseignements appropriés aux étudiants. Et c'est donc avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que j'ai marqué mon accord pour, n'est-ce pas bien entendu, parrainer la cérémonie qui vient de se tenir. Au total, 67 étudiants ont été félicités et récompensés. Dans une société où l'excellence est de plus en plus prônée, donc il est bon de mettre en avant les étudiants les plus méritants pour qu'ils servent de modèle. Et donc tout cela rentre dans le cadre de la vision globale du fondateur, qui est de faire des groupes éthiques une référence en termes de qualité. Passation du flambeau au cadet et prestations d'artistes ont aussi marqué cette 2e édition de la cérémonie de graduation. Et nous partons à présent pour Dabakala, où du matériel agricole est apporté aux coopératives féminines, des coopératives agricoles des localités de Kotolo et Morla-Dioulasso, donc dans ce département de Dabakala. L'ambition derrière ce don, c'est de relever avec les producteurs du vivrier les défis de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire dans tout le département de Dabakala et même dans la région du Hambol. Boubacar Silla et Soro Corona. Des brouettes, bottes, d'abats, machettes, limes, sacs d'engrais et de semences améliorées, ainsi que d'autres matériels agricoles remis aux coopératives des femmes de Kotolo et de Morla-Dioulasso, 2 villages de la sous-préfecture de Dabakala. Un don du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama qui vise à assurer la sécurité alimentaire, l'autonomisation de la femme et à lutter contre la vie chère. Honorer, les bénéficiaires promettent de faire bon usage du don. Monsieur le ministre, avec vous, nous résolvons déjà beaucoup de problèmes socio-culturels. Encore merci, monsieur le ministre, pour toutes vos actions. Jean-Claude Kouassi insiste sur la paix et la cohésion sociale, rassurant les populations de l'accompagnement du district autonome de la vallée du Bandama. Votre souhait de vous associer pour être encore plus forte, réunie au sein d'une coopérative, renforce ma volonté et mon souhait de contribuer à la valorisation de vos activités. Grâce à la pratique des cultures vivrières et maraîchères, vous, femmes, garantissez l'autosuffisance alimentaire au sein de vos ménages et le développement d'activités locales. Plusieurs doléances ont été égrenées par les populations de chaque localité visitée, notamment la construction d'un barrage agricole, l'électrification rurale, l'adduction en eau potable et l'insertion socio-professionnelle des jeunes.
Et ces discussions dans le secteur de la santé sur les bonnes pratiques à appliquer dans la pratique de l'exercice du secteur de la santé. Une discussion à l'occasion d'une conférence sur la bonne gouvernance et la probité professionnelle. Quel nouvel agent de l'INHP? C'est une discussion organisée par le syndicat national du personnel de l'INHP. Voyons ce qui a été dit avec Naomi Mokla et Joël Mambou et Didier Nguessa. Ces agents de santé sont invités à exercer leur profession en toute transparence et à se détourner de la corruption. L'Institut national de l'hygiène publique, à travers l'organisation d'une conférence sur la bonne gouvernance et la probité professionnelle, sensibilise le corps médical sur les bonnes pratiques professionnelles. La rencontre de ce jour est une occasion pour notre ministère, à travers la direction de l'INHP et son syndicat du personnel, de poursuivre la sensibilisation de tous ces agents aux valeurs d'une gouvernance basée sur la transparence, la responsabilité et la capacité de répondre aux besoins de la population. Au nom du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, je vous exhorte à faire preuve de probité dans l'exercice de vos fonctions. Soyez des agents modèles au service de la Côte d'Ivoire qui se développe. Car tout manquement à l'obligation de probité peut être sanctionné par une procédure disciplinaire et des sanctions pénales. Comme manquement, nous avons par exemple la concussion qui est le fait pour un agent public d'ordonner illégalement un paiement en se servant de son autorité. Le thème central de cette rencontre est bonne gouvernance et probité professionnelle. Quel nouveau agent de l'INHP? Cet événement inédit pour la protection de l'environnement, il s'agit du premier salon des plantes d'Afrique. L'ambition derrière cet événement, c'est de valoriser et aussi préserver les espèces indigènes d'Afrique. Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji nous en disent plus. À travers le lancement de cette première édition du Salon des plantes d'Afrique, l'Association pour les plantes veut préserver et valoriser le patrimoine floristique. Les écosystèmes variés alliant les savanes aux forêts tropicales que compte l'Afrique abritent une multitude de plantes uniques qui jouent un rôle crucial dans l'équilibre de notre environnement. Ces espèces sont essentielles pour la survie de nombreuses communautés, tant sur le plan économique que culturel. L'idée d'organiser un salon dédié spécialement aux plantes d'Afrique, les plantes indigènes d'Afrique, c'est pour justement nous appeler à une réelle prise de conscience pour préserver et valoriser nos merveilleuses plantes que l'Association pour les plantes d'Afrique, dont je suis le président, a lancé ce salon qui en est à sa première édition. Le Salon des plantes d'Afrique est une biennale qui se tient sur 4 jours autour du thème « Plantes indigènes d'Afrique, bienfaits et avenir ». Et parlons de culture africaine, je vous invite à suivre cette session d'enseignement qui a été consacrée au peuple dogon à l'initiative le docteur Alain Taï, suivant ce reportage de Jean-Michel Quasio et Jean-Luc Bambo. Estimés à 1 200 000 personnes, ils occupent la région qui s'étend de la falaise de Bandiagara au Mali jusqu'au sud-ouest de la boucle du Niger. Eux, ce sont les Dogons, réputés pour leur art, notamment la sculpture et leur science. Ce peuple est au centre du programme des films pour en débattre, une tribune pour enrichir les connaissances culturelles des jeunes à travers un partage d'expériences. J'ai beaucoup aimé le documentaire parce que personnellement j'aime beaucoup ce qui a trait à l'art et à la culture. Ça sera un plaisir pour moi de partir au pays Dogon. Moi je ne connais pas le pays, mais j'ai eu à faire ma soutenance sur la culture Dogon. Donc tout ce qui concerne le pays Dogon, là, ça m'intéresse. Nous projetons un film sur un peuple, sur un artiste, sur un sujet donné, et nous invitons des experts et le public pour en parler. L'idée derrière, c'est de pouvoir enrichir les connaissances des participants. Ce soir, nous avons une majorité de jeunes dans le public parce que nous estimons que les jeunes doivent avoir accès à la connaissance, au savoir, à la culture africaine notamment. On retrouve également les Dogons dans le nord du Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Prochain rendez-vous de ce programme culturel le mois de décembre. Puisque nous parlons de culture africaine, préservons nos valeurs avec l'autorité de régulation des jeux de hasard qui initie une campagne de sensibilisation
contre les jeux de hasard illicites. Développement avec Hermanie Amien. La prolifération des jeux de hasard non réglementaires prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire avec l'évolution des technologies. L'autorité de régulation des jeux de hasard, ARJH, est donc en campagne de sensibilisation à Bondoukou pour informer les autorités préfectorales sur les dangers et les répercussions des jeux de hasard illicites en Côte d'Ivoire en vue de les impliquer dans la sensibilisation afin de les éradiquer. En faisant cette tournée adressée au corps préfectoral qui est en relation avec la population, ceux-ci pourront transmettre notre message, surtout concernant les jeux illicites. En ce qui concerne les machines à sous, les mineurs sont fortement exposés. Outre les risques sociaux, les jeux illicites entraînent des pertes économiques majeures. En 2018, une étude de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a identifié plus de 500 sites illégaux accessibles en Côte d'Ivoire, générant un chiffre d'affaires estimé à 6 milliards de francs CFA. Les pertes fiscales associées s'élèvent à 180 millions de francs CFA par an. En parallèle, un jeu illégal surnommé Loto Ghanéen, avec 5000 points de vente dans le pays, réalise un chiffre d'affaires d'environ 36 milliards de francs CFA, engendrant un manque à gagner fiscal d'environ 1,8 milliard de francs CFA. Votre apport est donc nécessaire et indispensable dans cette lutte contre l'illégalité dans le secteur des jeux de hasard, car il y va de l'avenir de nos enfants, de la protection des populations et de la préservation de notre économie. Le préfet des régions du Gontougou a exprimé son inquiétude face aux conséquences économiques et sécuritaires de cette situation. J'ai saisi l'occasion pour vraiment mettre les sous-préfets, les préfets, les secrétaires généraux en mission par rapport au fait que nous sommes à la frontière et nous savons aussi que le djihadisme avance. Ces jeux de hasard, le paillage et tout ça, on ne sait pas qui est derrière. Souvent, ce sont des mécanismes de blanchiment d'argent, lequel argent va permettre d'acheter des armes pour venir nous attaquer. Il faudra que chacun soit vigilant. En sensibilisant les autorités locales, la RJH entend instaurer une vigilance accrue dans toutes les régions, notamment celles situées aux frontières où les risques de dérapage sont plus élevés. Intéressons-nous à présent à ce pays qui s'étend de l'Europe de l'Est à l'Asie mineure. Il s'agit de la Turquie. Oui, vous avez bien entendu, on dit Turquie et non Turquie. Un changement d'appellation qui est déjà la bonne et pour laquelle Denise Erdogan Barim, ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire, donne des raisons dans ce reportage commenté par Sidonie Davila. Le 6 octobre 1923, la naissance de la République de Turquie marquait un tournant historique porté par la vision de Mustafa Kemal Atatürk. Enracinée dans son histoire et ses valeurs, la Turquie a récemment réaffirmé son identité en officialisant le changement de sa dénomination. L'usage du nom Turquie dans différentes langues a été formalisé par un décret en fin de l'année 2021. En restant attaché à sa dénomination originale, afin de mieux refléter la culture, la civilisation et les valeurs de la nation turque. Pour faire reconnaître officiellement le nom Turquie, les autorités turques ont entrepris des démarches auprès des pays, des institutions et organismes internationaux. L'année 2022, nous avons commencé à utiliser le nom la Turquie au lieu de la Turquie dans toutes sortes d'activités et de documents. Désormais, il convient d'utiliser exclusivement cette appellation accompagnée de l'orthographe et de la prononciation correcte. C'est Turquie et on prononce Turquie. À l'instar de la Turquie, de nombreux pays ont renoué avec leur dénomination traditionnelle. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, qui depuis octobre 1985 a formellement demandé à la communauté internationale d'utiliser exclusivement la forme française Côte d'Ivoire, quelle que soit la langue utilisée, mettant ainsi un terme aux traductions telles que Ivory Coast en anglais, Costa de Marfil en espagnol ou encore Costa d'Avorio en italien.
L'appellation à bien retenir, on dit Turquie et non Turquie. Explication enregistrée pour vous par Julien Gogo. L'actualité hors de nos frontières à présent avec le Japon. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a été confirmé à son poste ce lundi lors d'un vote du Parlement, la Diète. Il devra gouverner toutefois sans majorité absolue à la suite de la débâcle subie lors de récentes élections législatives. Shigeru Ishiba avait pris ses fonctions début octobre après avoir été élu à la tête de la formation au pouvoir, le Parti libéral-démocrate. Il avait rapidement convoqué des élections anticipées qui, espérait-il, devaient consolider son mandat comme chef de gouvernement. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un journal traduit pour vous par notre cher Marc Assis. Merci de nous avoir suivis à 20h. Un autre journal sur RTI 1. Je vous souhaite un excellent après-midi. On se retrouve demain à la même heure.